Mesdames et messieurs, voici Guy Bourgeois. Plus. Puis là, écoutez, je vais sortir un petit peu de ma conférence, si vous le permettez. Parce que je ne voulais pas parler de ça, mais je vais en parler un petit peu. On en jasait avec les gens à la table. Évidemment, j'étais assis avec la famille d'Émilie tantôt. Puis quand un enfant traverse un combat semblable au cancer, puis dans son cas, c'est 2 combats. On a aussi entendu Virginie qui a traversé tout un combat. Trouvez-vous que ces gens-là, quand ils viennent nous parler, ils ont la maturité de gens de 30 ans et 40 ans? Ah! Et on regarde ça, nous autres, les adultes, puis on se dit, tabarouette. Et c'est extraordinaire. Alors, j'en reviens pas, je vous lève mon chapeau et je le baisse bien, bien, bien bas. À vous autres, les enfants, qui avez relevé ces défis-là, bravo, 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 bravo. Et tant qu'à applaudir, ça va sûrement être fait par la suite, mais Stéphane Gaudreau, que moi, je ne connaissais même pas il y a 1 mois et demi, je donnais une conférence à Québec, j'étais à l'Hôtel Québec, à un moment donné, vers 11 h, mon téléphone vibre, puis quand je suis en train de parler, j'ai laissé faire ça. À midi, j'ai regardé, il y avait un ami Gaudreau, il a appelé moi, j'ai entendu parler de vous, ça a l'air vous êtes bon, bien non. Puis là, tantôt, je m'en venais, puis je regardais le déroulement, je me disais, qu'est-ce qui peut motiver un gars comme ça à organiser une soirée de même? T'as-tu quelque chose à te faire pardonner, Stéphane? T'as-tu... non, je ne sais pas, as-tu fait des mauvais coups dans ta vie, tu veux essayer de te repentir? Non, bien, on peut dire donner une bonne main d'applaudissement, s'il vous plaît. Hein? Bravo ainsi qu'à tous ceux qui ont organisé cette soirée-là. Alors, je suis dans ma parenthèse et j'étire encore la parenthèse. Ce soir, nous sommes des adultes qui appuyons la cause des enfants avec Rêve d'enfants. Hein? On vient ici, on appuie, on a investi des sous, puis bon, grâce à tout ça, les commanditaires, tout le monde qui est ici, Émilie avec sa famille va partir nager avec les dauphins en Polynésie française. Alors, c'est fantastique. J'ai une histoire à vous raconter, moi, où les enfants sont tous aussi importants, mais peut-être ils ont joué un rôle inverse. Moi, en 1998, les gens de Saint-Jean, vous allez vous rappeler de ça, parce que moi, je demeurais à l'époque à Saint-Hyacinthe. J'étais à l'autre extrémité du triangle noir, vous en rappelez? Le fameux triangle, pas des Bermudes, mais de la perte d'électricité. J'ai appris en février 1998 que j'étais atteint d'un cancer, un séminome. Les cancers plutôt en ôme, là, en ôme, quelque chose. C'est un cancer, pour les gars, ça va intéresser, c'est un cancer du testicule. Ah, j'entends toujours les gars qui font « Ah » dans ce temps-là. Alors, pour faire une histoire courte, j'avais 40 ans à l'époque. Là, vous faites le calcul de l'âge que j'ai maintenant. J'avais 40 ans à l'époque, père de 3 enfants, marié. Évidemment, les 3 enfants, mon gars 15 ans, une fille de 12 ans et une fille de 9 ans, qui apprennent un soir du 9 février 1998 que papa a un cancer. Ça n'a pas été drôle. Ça n'a pas été drôle pour eux autres. On a su par la suite, par leur professeur à l'école, que ça avait changé leur comportement, que ça avait changé leur note scolaire. Alors moi, j'ai entamé mon combat avec beaucoup de chimiothérapie. Tantôt, je n'ai pas parlé à la table de M. Dagenet. Quand on a parlé de M. Dagenet, c'est le père d'Émilie, évidemment. Je vous ai fait parler de chimiothérapie. J'ai goûté à la chimiothérapie. Perdu les cheveux, tout le kit. J'ai passé par de multiples opérations. Et évidemment, je suis là, tout va bien. Ça fait 13 ans que je suis guéri. Mais durant le combat, à peu près 5 à 6 mois après, mon fils Jean-Michel, 15 ans à l'époque, il est allé, tu sais, les ordinateurs en 98, là, on en avait, là, mais tu sais, c'était pas les écrans plats comme aujourd'hui. Il est allé scanner le château de Disney. Il a pris ça, je ne sais pas où, je ne sais pas comment il a fait, mais il est arrivé avec ça. Il dit, gars, papa, il dit, quand tu vas être guéri, toute la famille, on va aller à Disney. Et effectivement, j'ai guéri. Et en juin 1999, toute la famille est allée à Disney. C'était quand même le rêve d'enfants, des enfants, de pouvoir faire quelque chose, une activité avec leur papa qui disait, mais attends, ça aussi, je n'avais pas prévu. Parce que je ne veux pas, quand on parle de ça, ça ressasse de douloureux souvenirs. Ceci dit, Émilie, moi, ça fait 13 ans que je suis guéri. Je n'emploie plus le mot rémission. J'ai horreur de ce mot-là. C'est un mot qui a été inventé probablement par des médecins qui ont peur de se tromper, qui disent « T'es guéri, mais on ne dira pas que t'es guéri au cas où qu'on se trompe et que ça recommence. » Quand t'es guéri du rhume, sais-tu que t'es en rémission du rhume? Non, on dit « T'es guéri, je n'ai plus de rhume. » Alors, en ce qui me concerne,
Ça fait 13 ans que je suis guéri. Je suis convaincu qu'Émilie va faire bien plus que 13 ans. Bien plus que moi. Elle va me dépasser de loin, de loin, de loin. Bravo! Alors maintenant, je ferme la parenthèse. Parlons de rêve un petit peu. Et je blague pas, mais à chaque fois que je m'adresse à des gens, puis je fais ça à peu près 200 fois par année, je réalise toujours un rêve. Je vous explique pourquoi. Quand j'avais, puis les gars de mon âge, vous allez vous rappeler de ça, je sais que vous avez pensé comme moi, quand j'avais 12-13 ans, je rêvais de jouer dans la Ligue nationale. Et là, à l'époque, évidemment, là, mon âge, moi, mes idoles, là, quand j'étais jeune, c'était le numéro 4, c'était Jean Béliveau. Puis je demeurais, ouais, c'est vieux, hein, ouais, quand voulez-vous. Alors, mais ça, c'est quand j'avais 7-8 ans, là, Jean Béliveau. Et même, je me rappelle à Sainte, là, le soir, après l'école, à patinoire, au terrain de jeu. Je me rappelle de ça, c'est gravé dans ma mémoire, le chandail de laine numéro 4, la tuque du Canadien. On faisait nos devoirs de nos leçons, puis après ça, on prenait les scrapers. Dans ce temps-là, il y avait des hivers. Alors, on prenait des scrapers, on prenait une rangée de 10-12 scrapers. Les gars, vous en rappelez-vous, pour déneiger à patinoire avec au patin. Puis après ça, on entamait la game pour jouer au hockey. Évidemment, le rêve des jeunes de mon âge, c'était toujours un jour de jouer dans la Ligue nationale. Quand je suis arrivé à 13-14 ans, j'ai gradué, Bantam, etc. Puis ça allait bien, j'étais un bon défenseur. Et je me suis mis à rêver de jouer vraiment dans la Ligue nationale. Et le soir, évidemment, il y avait la soirée du hockey. Mon père n'est pas trop amateur de sport. Et j'ai 2 sœurs, ma mère non plus pas trop de sport. Fait que je me ramassais souvent tout seul dans la cave, sa vieille TV noir et blanc, à regarder le hockey. Pendant ce temps-là, mes parents et mes sœurs regardaient soirée canadienne. Ça, il y a juste les gens de mon âge qui savent de quoi je parle, là. Et j'avais lu à l'époque un livre qui s'appelle La magie de voir grand, qui est encore sur les tablettes des librairies, Dr. David Schwartz, écrit dans les années 60. J'avais commencé à lire ça, puis ça disait dans ce livre-là, je vais dire une phrase scientifique, là, « Tel un homme pense en son cœur, tel il est. » Puis là, ça disait, si tu crois vraiment à ce que tu veux, puis si tu te visualises, la vie va faire que ça va arriver. Alors, je suis dans la cave chez nous en train de garder le hockey. Dans ce temps-là, il y a le trio de Schott, Lemaire, Lafleur. Vous allez vous en rappeler, à chaque fois que Guy Lafleur score un but, les 17 774 spectateurs du forum se lèvent debout. Et qu'est-ce qu'ils disent? Guy. Et je m'appelle Guy. Alors, je me ferme les 2 yeux chez nous dans la cave. Puis j'entends les Guy. Et là, je me dis, oh oui, puis là, tout mon corps vibre au complet. Puis je me dis, oh oui, un jour, ça va m'arriver. Puis ils vont me crier, Guy. Mais, oui, ça répète pire. Je n'ai jamais joué dans la Ligue nationale. Je n'ai même jamais gradué dans le 2 lettres. Ça n'a pas fonctionné. Que voulez-vous? Mais, la vie est drôlement faite. Je ne comprends pas comment ça se fait. Ça s'appelle peut-être la magie. Mais ce que je me visualisais dans le temps, croyez-le ou non, certains soirs après des conférences, quand je suis bien bon et que la foule est smart avec moi, devinez ce que j'entends. Je vous jure, OK? Non, je le sais, là, je pousse un peu, là, OK? Mais je vous jure, c'est arrivé des fois sans que j'en parle avant. Et je me dis, il y a peut-être de la magie à quelque part, mais je pense qu'il y a de la magie à rêver. Vous savez, tout le monde, on rêve. Malheureusement, des fois, on les éteint, nos rêves, mais tout le monde, on rêve. Et qu'on regarde autour de nous, actuellement, voilà quoi, la chaise sur laquelle vous êtes assis, ou la lumière ici qui se promène, là, des beaux flashs, ou bien nos iPods, nos iPads, toutes ces affaires-là, tout ça ont été le rêve de quelqu'un à un moment donné. Quelqu'un qui dit, hey, moi, il faudrait que j'invente telle affaire. Ou moi, j'aimerais faire telle chose. Ou moi, je vais régler telle situation. Et ça s'est concrétisé. Alors, pour qu'on rêve, évidemment, il faut qu'on ait de l'espoir, selon moi. Puis pour qu'on ait de l'espoir, il faut qu'on ait de la confiance en soi. Puis pour avoir la confiance en soi, il faut qu'on comprenne un petit peu la bébite qu'on est. La bébite, nous autres, l'être humain. Puis je vais vous partager quelques idées sur l'être humain. Je ne suis pas un psychologue, je suis un gars qui a bien lu, puis qui observe les gens, mais je fais quelques petits constats. Premièrement, tout le monde ici présent, on a le succès inscrit dans nos gènes. C'est-à-dire que c'est génétique. En venant au monde à la naissance, puis je ne veux pas confondre la génétique avec l'hérédité. Je perds mes cheveux, mon père les perdait, c'est héréditaire. J'ai un grand nez, mon père aussi, c'est héréditaire. On peut faire du diabète par hérédité ou des affaires de même. Mais la génétique, c'est pas ça. La génétique, c'est que tout le monde, les êtres humains, on est fait de la même manière à certains points. Je vous donne un exemple. Si je vous fais écouter un film drôle, vous allez rire. Vrai?
Si je vous fais écouter un film d'horreur, vous allez avoir peur. Lorsqu'on entend des enfants parler qu'ils combattent quelque chose, tantôt avouer qu'on a avalé de travers et ça nous a travaillé un petit peu les larmes. Alors, dans ce sens-là, notre génétique fait que nous sommes tous pareils des êtres. Mais je reviens au gène du succès. À la naissance, il est à l'intérieur de nous. Les experts se demandent encore si le gène du succès est dans le plexus solaire, ce qu'on appelle le cerveau abdominal, ou si dans le cerveau ici. Ils ne savent pas il est où, mais ils savent qu'il est en dedans de nous. À partir de l'âge de 3-4 ans, parce que, prenons ceux qui ont des enfants ici, vous allez reconnaître ça, 2 enfants de 2 ans qui chicanent, il y en a un qui enlève la bébelle de l'autre, ça ne fera pas grand-chose. Dans le sens, à moins que ce soit ce doudou, là, si on enlève la bébelle, il ne choquera pas après, ou bien il va même jouer avec, c'est pas grave. Parce que le gène du succès, ce n'est pas encore à révéler. Le gène du succès, qu'on appelle aussi le gène de l'ego, le gène de l'individualité, il se révèle entre 3 et 4 ans. Et à l'âge de 4-5 ans, si vous prenez 2 jeunes en maternelle, puis il y en a un qui enlève la bébelle de l'autre, ça fait « Hey, c'est ma bébelle! » Ça, c'est le gène de vouloir bien paraître, d'être différent de l'autre, de commencer à rêver, puis de performer, puis de réussir, puis de toutes ces affaires-là. Et ce gène-là, il grandit en nous, puis il grandit même. On le comprend tellement quand on vieillit qu'on comprend le plaisir de réussir avant d'autres affaires. Tantôt, je parlais avec Simon. Simon, qui est le frère d'Émilie. Simon, il joue au soccer. Et ça me rappelait, puis je suis sûr que les parents, si vous allez vous rappeler de ça, des enfants de 6 ans que tu inscris au soccer. Est-ce que vous avez vu la manière qu'ils jouent? Est-ce qu'ils comprennent le jeu du soccer? Non. Ils ne comprennent pas. Ils suivent le ballon d'attitude d'attitude. Tu sais, ils sont 10 par équipe dans ce temps-là. Si le ballon s'en va par là, les 20 courent après le ballon. Le ballon vient d'abord, les 20 courent par là. Ils ne comprennent pas qu'ils doivent scorer des buts, se positionner pour faire du jeu de passe. Ils ne comprennent pas ça. Par contre, à 6 ans, ils comprennent que c'est le fun de gagner. J'en ai vu gagner, moi, mes enfants. J'ai vu gagner, puis en fait, il a peur de gagner. Puis il pas peur de ça au McDonald's, parce qu'il y avait un genre de routine que quand on gagne, on va au McDonald's. Et j'en ai vu aussi dans des tournois. Ils ne comprennent pas le jeu de position. Mais j'en ai vu pleurer parce qu'ils ont perdu. Ils ne savaient pas comment jouer. On a perdu! Si on a 6 ans, puis on sait que gagner, c'est le fun, puis on sait que perdre, c'est plate en tabarouette. Puis ce gène-là, il nous accompagne toute notre vie. Mettons à l'adolescence. Je vois beaucoup de dames ce soir qui sont toutes belles, hein, sont toutes fantastiques ce soir. Alors, pas rien que ce soir toujours, mais ce soir particulièrement. Vous autres, les filles, votre gène de l'individualité à l'adolescence, il prend une forme différente de nous autres, les gars. J'ai 2 filles. Je me rappelle, vous savez, il y a le bal de finissant, hein, secondaire 5. Hein? Madame, elle me regarde avec le sourire. Hein? Ma mère, combien de kilomètres il a fallu. Ma femme, excusez, combien de kilomètres il a fallu qu'elle fasse pour être sûre de ne pas acheter une robe pareille comme l'autre amie de ma fille, au cas où il y a une robe pareille. Parce que pour eux autres, les filles, qui sont habillées pareil, c'est une insulte à l'ego. Hein? C'est leur gêne qui fait ça. Nous autres, les gars, on s'en colle. Tu es habillé pareil comme l'autre, on s'en sert. Nous autres, ce qu'on veut, c'est arriver à la salle avec un truck de pompier. OK, ou une Mustang décapotable. Ça fait le job. Mais t'es habillé pareil, on s'en fout. Mais c'est le même tabarouette de gêne. Il vous est tous arrivé, vous autres, à quelque part dans votre vie, de marcher dans un endroit public, que ce soit au centre d'achat à Saint-Jean ou ailleurs. Puis là, vous vous enfargez dans la craque du trottoir, tu sais, devant le public, puis vous enfargez, vous vous étendez de tout votre long par terre. Quand vous vous étendez par terre de tout votre long, qu'est-ce que vous faites la première affaire? Là, tu te relèves bien vite, puis là, c'est du bon, tu marches de là, j'ai pas mal, j'ai pas mal, j'ai pas mal. Puis un peu plus tard, là, tu fais « Aïe! Qu'est-ce qui est arrivé? Tu as eu mal à l'orgueil avant d'avoir mal aux genoux, hein? C'est tout pareil. » Alors, ce gène-là qui nous emmène à vouloir réussir et à vouloir réaliser nos rêves, malheureusement, quand on arrive à l'âge adulte, des fois, on se l'écrase nous-mêmes. Parce que des gens autour de nous peuvent nous dire « T'es pas capable, ça ne marchera pas. » Ça peut arriver. Mais c'est bon à rien, puis ça ne compte pas si nous, on n'accepte pas cette suggestion-là. Alors, des fois, on se laisse écraser notre gène de succès, mais il est toujours en dedans de vous. Et peu importe l'âge que vous avez, si vous avez encore des rêves ou des projets non réalisés, c'est peut-être à soir que ça devrait commencer. Parce que c'est toujours là, puis ça va toujours pétiller. Puis je connais des gens de 80 ans. Malheureusement, ils n'ont plus la force d'avant, mais ils se disent « J'aurais dû, j'ai trop voulu faire telle affaire. » Puis j'en connais même qui sont allés sauter en parachute à 80 ans. Parce qu'ils disent « Je ne veux pas partir avant de réaliser mon rêve. » Alors j'espère que vous le réalisez. Deuxième affaire que j'ai remarqué au niveau des êtres humains, j'ai remarqué que nous sommes comme des fleurs. C'est-à-dire, je saute du coq à l'âne.
Je vais vous rattraper ça dans quelques années. On est comme des fleurs. C'est-à-dire, vous savez, une fleur, bon, on est à l'automne, on n'a pas tout fait ça, là. Mais au printemps, surtout les vivaces, à un moment donné, si votre maison est face au soleil, par les rayons du soleil de fin février, début mars, un bon matin, il y a un bulbe de tulipe qui va sortir. Plouc! La veille, il n'était pas là. Ta tête bonne, il n'y avait rien. Il y a même un petit peu de neige la semaine d'avant, mais bon matin, plouc! Qu'est-ce qui a fait que ça a sorti ce bulbe de tulipe-là? Évidemment, c'est l'environnement, c'est le soleil, c'est l'eau sur la rose puis le compost. Mais une fleur, c'est comme un être humain. C'est-à-dire, une fleur, ça pousse de l'intérieur vers l'extérieur. T'as-tu déjà essayé de faire pousser une fleur en y tirant dessus? Tu sais, tu dis, regarde, je veux qu'elle pousse plus vite que la voisine d'en face, les fleurs sont sorties. Voici, je veux. As-tu essayé de tirer sur la tête d'une tulipe? C'est impossible. Tu vas y arracher la tête. Un être humain, c'est la même colline d'affaires. Ça pousse de l'intérieur vers l'extérieur. Et ce qui peut influencer la croissance de ma tulipe, c'est si elle est au soleil, okay, elle va pousser vers le soleil. Si je l'arrose, puis si je mets du compost. Mon être humain, okay, que ce soit votre ado ou mon ado, j'ai déjà pensé mon ado, que ça m'a fait avec Colin. Après qu'il m'ait réglé l'affaire du Walt Disney World, là. Après il est devenu un vrai ado quand j'ai été guéri. Là. Peut-être tu lui demandes de faire le gazon, puis ah non, pas. Puis à un moment donné, tu te dis, combien des parents, Colin, c'est pas de même qu'on l'a élevé. Il me semble que c'est pas ça. On ne veut pas en faire un paresseux. Peut-être tu essaies de le mettre à ta main. Tu essaies soit en créant pas des punitions, là, mais des situations où tu vas l'obliger à t'aider. Tu veux le mettre à ta main. Même il y a des gens, des fois, qui font ça avec leur conjoint, leur conjointe. Je ne veux pas nommer personne, je n'en connais pas. Tu peux pas en nommer, non. Tu sais, des femmes, des fois, je vais le mettre à ma main ou vice-versa. Là. On a dit tantôt, tirer sur la tête d'une tulipe, tu vas y arracher la tête. Tirer sur la tête d'un humain puis le mettre à ta main, que ce soit ton ado, ton conjoint, ta conjointe, ton boss, ton employé, ça ne marche pas. Mais si tu changes l'environnement, comme la fleur, change l'environnement dans lequel évolue ton humain. Mon ado, là, on y a appris à rêver, nous autres. Les rêves, là, c'est comme le soleil pour la tulipe. Ça le pousse par là. Puis, on l'arrosait avec de l'eau. Mais notre ado, on l'arrosait avec de l'amour. Un être humain qui est aimé. Puis qui a des rêves. Puis on lui a mis du compost, c'est-à-dire qu'on lui a mis de l'affection. Les gens autour de lui aussi l'ont affectionné. Puis là, autant mon gars comme mes filles, ils réussissent super bien. Pourquoi? Parce que c'est l'environnement qui fait la différence. Et ça, nous sommes tous responsables de l'environnement dans lequel on choisit de vivre, mais aussi de l'environnement qu'on crée pour nos enfants. Et je suis persuadé que la famille d'Émilie, peut-être un petit peu à cause que c'est une famille particulière, à cause de ce qu'elle vit, je suis convaincu qu'ils ont un environnement extraordinaire, puis qui crient ensemble. Je les voyais tantôt là, se tenir par les bras, OK, puis se toucher. Puis même la mère d'Émilie m'a dit, c'est sûr que cette situation-là, ça nous a rapprochés parce qu'on veut vivre ensemble des belles affaires. Puis, hein, alors, c'est donc extraordinaire de voir ça parce que l'environnement dans lequel on vit fait une différence.